Alors, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner tout de suite avec Noémie, qui, elle, a préparé un joli PowerPoint et qui va nous parler de sa thèse et donc de ce que le genre fait au STAPS, si on peut résumer. Merci Claire. Je ne sais pas s'il sera joli, j'ai essayé d'adapter au mieux à une version en ligne. Je ne suis pas trop habituée à ce mode de visio. Voilà, du coup, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu mon travail de thèse. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans sur les systèmes de construction de l'ordre du genre au sein des STAPS. Donc, qu'est-ce qui va venir renforcer au quotidien, perpétuer, alimenter dans les comportements, les interactions, le langage verbal, le langage corporel, les tenues, les interactions entre étudiants et étudiantes avec le corps enseignant au niveau des pratiques pédagogiques. Voilà, qu'est-ce qui va venir renforcer les normes de genre, les stéréotypes, certaines violences également. Au sein d'un UFR STAPS. Du coup, pour faire ça, je me suis appuyée sur une approche immersive, on va dire. J'ai observé des week-ends d'intégration, le congrès national de l'ANOSTAPS. Je suis allée observer 46 cours d'activités physiques, sportives et artistiques, donc de un panel un peu divers et varié, on va dire, et des enseignements théoriques aussi qui portent spécifiquement sur l'égalité, pour voir également comment est-ce que finalement on est formé en tant que futur prof de PS, mais pas que, parce qu'il y avait aussi pour les premières années et les deuxièmes années, donc où les étudiants et étudiantes sont encore un peu mélangés. Donc voilà, voir un peu quel est le contenu et quelles sont les réactions également à ces cours sur l'égalité. Et puis pour compléter mon approche, j'ai mené un peu plus d'une centaine d'entretiens avec des étudiants et étudiantes de la L1 au master et également avec des enseignants-enseignantes de l'UFR STAPS, à la fois à Prague, à la fois vacataires intervenant plus ponctuellement et à la fois MCF pour avoir un petit peu un panel varié. Du coup, à partir de ce travail, je vais essayer de vous présenter les différents comportements que j'ai pu observer pour y voir un peu plus clair. J'aime beaucoup décrire du coup l'UFR STAPS un peu comme un boys club. L'idée du boys club, c'est de voir les STAPS comme un laboratoire où se développent les virilités au détriment des autres corps. Je pique cette expression à Martine Delvaux, mais je la trouve très parlante. Alors, je vais partager un petit peu. Pardon. Hop. Partager. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, Claire t'en a parlé. Il y a un fait qui est quantitatif, qui est clair. Le fait d'être... voilà. Il y a vraiment cette idée, comment est-ce que ces normes de genre se développent. Il y a bien un premier processus qui est quantitatif. Il apparaît vraiment que les étudiants sont entre frères, entre bros, entre boys. C'est vraiment une manière de s'interpeller, de se parler entre mecs, entre pélos, etc. Et au niveau quantitatif, et ben là, j'avais pris les chiffres donc à l'époque de ma thèse au niveau de Lyon. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au-delà des 30% un petit peu national qui sont repris aussi à Lyon au niveau général, à l'interne, au sein des différentes filières, donc je pense que ça pourrait être questionné aussi, vu que tu as parlé des quotas, c'est comment ça se passe au sein des différentes filières. Et on voit bien la première petite barre donc, où il n'y a que 8%, c'est le diplôme universitaire européen de préparatrice physique. Ensuite, on est à la gestion des organisations sportives. Ensuite, c'est l'entraînement sportif, à peine plus de 20%, on est à 21%. En management, c'est 25% au niveau de la licence, 27% en Dust APN. Et en fait, il faut attendre de se retrouver dans les filières activités physiques adaptées, animation, le master EgalApps ou alors pratique éducative et sommative pour se retrouver dans des filières où il y a une majorité d'étudiantes. Et donc, on voit bien qu'il y a une répartition avec d'un côté les métiers plus l'entraînement, le sport de haut niveau, et de l'autre côté, plus les métiers du care, les métiers d'enseignement qui sont davantage trustés par les étudiantes. Du coup, je me suis intéressée à qu'est-ce qui peut bien se passer qualitativement parlant pour les étudiantes. Et on va voir, l'idée c'est de se questionner pourquoi cet enseignant indique pour lui que les STAPS, ça représente un peu une cage aux ours, un lieu animal, presque une zone de rut.
et cette étudiante en première année, voilà, qui indique les comportements étudiants vraiment comme des comportements de mâle dominant alpha. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Dans un premier temps, j'aimerais vous parler de la grammaire masculine qui se met en place. Alors, cette grammaire masculine, elle est mise en place par une majorité des étudiants. Alors, je parlerai d'un groupe d'étudiants qui valident une masculinité hégémonique et qui sont suivis par d'autres étudiants plus dans une masculinité complice. Mais il y a vraiment ce groupe dans la masculinité hégémonique qui guide et qui mène, qui ne sont pas forcément les plus nombreux, mais en tout cas, c'est eux qui prennent le plus de place. Et donc, en premier point, voilà, il y a vraiment cette occupation de l'espace. Alors, une occupation de l'espace qui se fait vraiment dans le fait d'être à l'aise, de se montrer, de se faire remarquer. Dans les cours pratiques, dans les couloirs, dans les jeux, dans les soirées, il y a vraiment prendre tout l'espace, être au milieu du gymnase, être au milieu des terrains, ne pas se confiner aux contours et aux périphéries, mais vraiment être au centre. Être au centre, c'est aussi être au centre de l'attention, parce que c'est ces étudiants qui sont majoritairement leaders des jeux, qui initient les chansons, qui initient les blagues, les danses, vraiment qui donnent le rythme un petit peu de quand est-ce qu'on rigole, quand est-ce qu'on écoute, etc. C'est aussi un contrôle visuel. Pourquoi un contrôle visuel ? Parce que j'ai pu observer que autant dans les temps de pratique, ils vont être au plein milieu du terrain de football pour se faire les passes, par exemple à l'échauffement, alors que les étudiants se cantonnent à un petit angle. Alors que dès qu'on est sur des temps de consigne ou alors dès que j'étais sur des observations de cours théoriques, là, ils étaient majoritairement à l'arrière, plus dans des postures un peu désinvoltes, parfois allongées, les jambes écartées, parfois un petit peu au-dessus quand ils pouvaient être au-dessus alors que tout le monde était allongé, assis, parfois debout alors que les autres sont assis. Il y avait vraiment cette impression de contrôle visuel, d'être plus loin cette fois-ci de l'enseignant ou de l'enseignante et derrière du coup les étudiants, donc de voir ce qui se passe. Le territoire aussi, pourquoi est-ce que j'ai considéré qu'il y avait vraiment le fait de marquer son territoire, de prendre sa place? Eh bien, ça se passait par des petites actions qui étaient visibles perpétuellement, qui étaient sans cesse répétées, qui étaient volubiles, qui étaient bruyantes. Et voilà, c'est des actions, donc se pendre à une cage, siffler, cracher, crier, danser, rôter, lancer des objets, se bousculer, faire un match de tennis en plein milieu d'un couloir, initier une petite bagarre pour rire, faire du saut-de-mouton au milieu du gymnase, se rouler au sol, enfin voilà, vraiment plein de petites actions qui étaient tout le temps répétées, tout le temps présentes et qui venaient accaparer vraiment l'attention du groupe et voire perturber le bon déroulement des cours également. Et ça, c'est intéressant. Et si on fait le lien avec l'EPS, avec les travaux de Sylvie et Héral, on voit qu'en fait, ça reprend ce qu'elle montre dans le secondaire, où au final, pour faire partie du clan, il faut se montrer, il faut montrer sa liberté, son indépendance au cadre, se faire remarquer, faire rire, être vulgaire, etc. Dans les différents processus qui se mettent en place, j'ai pu observer également la nudité. Et c'était vraiment intéressant de voir qu'être étudiant en STAPS, ça semble passer par vraiment la manifestation de l'aisance corporelle, la mise en scène du corps et surtout la mise à nu de l'anatomie. Alors les corps, ils pouvaient se dénuder dans les événements festifs, bien sûr. Il y avait cette fameuse chanson pendant le week-end d'intégration, c'était la chanson La danse du Limousin, donc, qui a été chantée je ne sais combien de fois pendant le week-end, où un étudiant est ciblé. Et on lui demande, le Limousin a dit enlève ton pantalon, le Limousin a dit enlève ton t-shirt, le Limousin a dit etc. jusqu'à enlève ton caleçon et jusqu'à le Limousin a dit si t'es fier d'être un STAPS dans tes mains. Donc forcément ça mettait en place une nudité importante, ça visait à chaque fois des étudiants. Ça pouvait être ça pouvait être une nudité complètement volontaire et individuelle lors de ce week-end d'intégration. Ça pouvait être aussi des jeux, des défis. Et puis, au sein des STAPS, c'est également... alors, au STAPS de Lyon, il y avait une particularité, c'est que le vestiaire des garçons était perpétuellement ouvert. Il y avait la porte, je ne sais même plus s'il y avait une porte, mais en tout cas, elle était tout le temps ouverte. Donc, il y avait des étudiantes qui me le disaient, mais en fait, quand on passe, c'est tout le temps ouvert. On voit tout le temps ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, il y a aussi toutes ces habitudes du fait de se changer dans les couloirs, se changer sur un gymnase, se changer sur le terrain. Et également, c'était intéressant de voir le fait de tout le temps remonter son t-shirt pour essuyer son visage en montrant à chaque fois son ventre. Le fait que
Ça les gênait pas du tout pendant qu'ils faisaient des ATR en gymnastique de laisser retomber leur t-shirt, alors qu'à l'inverse, je voyais toutes les étudiantes méticuleusement bien remettre leur étudiante dans le pantalon, leur t-shirt dans le pantalon, ou alors arrêter leur ATR si elles sentaient que le t-shirt tombait. Donc il y avait vraiment ce constat-là de se dire que le corps des étudiants était vraiment perpétuellement mis en avant et visible, quoi, au niveau de la nudité. Dans la continuité de ce que j'ai pu observer sur ce fameux Boys Club, c'est aussi de voir que la nudité, elle se poursuit à travers le langage. Et la première chose, c'est vraiment cette exacerbation de l'anatomie sans aucune gêne. Les testicules ou plus couramment les couilles sont vraiment utilisés à tout va dans tout type de situation, comme s'il fallait toujours un peu rappeler leur présence et comme si pas un seul jour pouvait passer sans que certains étudiants n'y fassent référence. Donc je vous ai mis des citations, ça c'est les citations en jaune qui font référence à ça. Et on a vraiment l'impression que ça devient un tic de langage. Au-delà de ça, c'est aussi un contact génital qui est très fréquent, le fait de gratter, de mettre ses mains à l'intérieur du caleçon sans aucune gêne en plein milieu du cours, parce qu'il fait froid, parce que c'est l'hiver, ou alors vraiment, sur plein de situations sans qu'il y ait vraiment de raison, comme si c'était un petit peu banal. C'était aussi des dessins sur les vides, des représentations dans des soirées, représentation d'un pénis par exemple avec des gobelets pour boire. Et au final, voilà, c'est vraiment à chaque fois l'idée qu'on retrouve de montrer qu'il faut en avoir, prouver son appartenance au groupe, son statut, son courage à travers cette représentation du sexe masculin. Le langage, il continue également dans un langage hétérosexiste, où les étudiants sont tout le temps dénigrés, où l'homosexualité est utilisée comme un outil de dévalorisation, de raillerie, que ce soit dans les temps de présentation, pour une défaite, pour un défi, un énervement, interpeller quelqu'un. Voilà, il y a vraiment de manière très récurrente une comparaison fille-homosexualité qui est utilisée de manière dénigrante. On le voit dans ce petit exemple, les fameux ta mère, etc. Je vous laisse lire aussi la citation. Et ces fameux ta mère qui sont extrêmement banalisés, qui étaient extrêmement banalisés par la suite quand j'interrogeais les étudiants, qui disaient oui, mais de toute façon, ça a toujours existé, c'est des jeux qu'on faisait dans la cour de récréation, qu'on faisait au club de rugby, etc. Et donc pour eux, ça les gênait pas plus que ça, alors que même que dans ces ta mère, il y avait des propos racistes, des propos sexistes, des propos grossophobes. Enfin, vraiment, c'était un combo de discrimination. Et au final, c'est si fréquent que ça crée vraiment un fond sonore où ces insultes deviennent des banalités, des virgules orales et vraiment une ponctuation au sein des conversations. Et il y en a très peu, quand je les interroge dans les entretiens, qui poussent la réflexion au-delà sur l'histoire des mots qui sont utilisés, sur leur performativité, leur signification en termes de rapport de pouvoir, sur qui énonce les injures, à partir de quelle position dans les rapports de pouvoir. Voilà, il n'y a pas trop de mise en réflexion sur l'usage de ces mots. Pourtant, j'ai pu rencontrer des étudiants qui montrent leur souffrance et leur difficulté à évoluer dans des milieux, dans ce milieu-là. Donc là, voilà, j'ai un étudiant qui est en spécialité foot en première année, et voilà, qui me dit, mais des fois je pleurais, j'en pouvais plus, j'en avais marre, je me sentais nulle, je sers à rien, je me disais, et voilà, on lui dit tout le temps, t'es trop mec, t'arrives pas à pousser, tu ressembles à une fille, etc. Donc pour lui, c'était extrêmement compliqué. Il pensait à arrêter carrément les STAPS, à changer de spécialité. Il ne se retrouvait pas du tout dans ce milieu-là. Et vraiment, ce qui ressort, c'est un sentiment du coup d'invisibilité, de solitude pour les étudiants qui soient gays ou qui sortent des normes habituelles, des normes de genre. Et avec un tabou énorme au final qui entoure l'homosexualité, qui apparaît qu'à travers les injures, les blagues et le dénigrement. Ou alors et les rapprochements homosexuels qui ont pu avoir lieu, donc comme avec cette image dans un week-end d'intégration, sont toujours là pour faire rire, pour amuser un petit peu la galerie, mais jamais là de manière pleinement assumée, comme des vrais gestes tendres, sincères. Voilà. Au final,
on retrouve vraiment cette idée qu'il y a une invisibilité des étudiants gays qui est rarement questionnée d'ailleurs dans les entretiens ou mise en lien avec l'ambiance, le climat, les insultes. Elle est souvent renvoyée à un fait privé, découlant d'une personnalité qui est plus timide, plus pudique, un étudiant qui voudrait plutôt pas se montrer. Mais l'idée qui est à retenir, c'est que pour les étudiants gays en STAPS, il semble qu'il faudrait quand même davantage s'accrocher, ne pas être susceptible, accepter les remarques et avoir la capacité de s'imposer et de faire sa place. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette capacité de s'imposer et de faire sa place, on la retrouve finalement pour les étudiantes. C'est un véritable consensus dès lors que la place des filles en STAPS est abordée dans les entretiens. L'idée que voilà, pour s'intégrer, il ne faut pas se braquer face aux remarques, il ne faut quand même pas être trop susceptible. Enfin, voilà, l'idée, c'est un peu à partir du moment où elle commence à répondre, elle commence à s'affirmer, ben c'est ouais, mais elle, c'est une féministe, elle est rabat-joie, elle n'est pas drôle, etc. Donc, du coup, sont tout de suite un peu mises à défaut. Du coup, je voulais continuer. Tu me dis, Claire, t'hésites pas si je prends trop de temps. J'essaie de ne pas prendre trop de temps sur la discussion. Pour voir un petit peu comment est-ce que finalement, pour les étudiantes, ça se passe, qu'est-ce qui ressort, on va dire, voilà, dans les grands traits principaux dans l'ambiance pour les étudiantes. Et l'idée, voilà, c'est de voir que la construction des corps comme différents et complémentaires se poursuit et est alimentée finalement en STAPS par les injonctions évaluatives. Donc, j'ai retrouvé dans mes observations des barèmes différenciés, des consignes adaptées, des compétences où on demande d'aller un peu moins loin pour les étudiantes, des modulations pédagogiques, voilà, à l'égard des filles. Donc ça pouvait être en rugby le fait que les filles restent qu'entre elles, quel que soit leur gabarit, quel que soit leur niveau. Alors comme elles sont moins nombreuses, elles jouent à 4 contre 4, alors que d'autre côté, ils jouent à 20 contre 20. Donc c'est sur un plus petit terrain, c'est sur un temps réduit. Ça peut être en musculation, le fait de porter un pourcentage de son poids de corps qui est inférieur au pourcentage de poids de corps des garçons. Enfin voilà, il y a une multitude d'exemples qu'on retrouve en STAPS, comme on peut retrouver en EPS également. Ça transparaissait aussi dans excuse-moi. Ah pardon, oui. je croyais que tu allais changer. Excuse-moi Noémie, c'est juste que tu es à la moitié de tes étiquettes, donc tu accélères un tout petit peu si on veut. Voilà. C'est juste. J'accélère à fond. Voilà, Ok. un petit peu. Petit peu. Ouais, je ferai pas la fin. Je ferai pas la fin. Voilà, la différenciation se voyait aussi dans les jeux étudiants, les concours Miss Way et Mr. Way, on pourra en reparler, mais voilà, les épreuves étaient différentes quand les unes devaient faire du gainage et se présenter comme qu'est-ce que doit être une bonne Miss Way. Les autres devaient faire des pompes, se dénuder, montrer un talent, faire une course, etc. Donc voilà, on voyait vraiment une différence. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu. Je vais passer là-dessus. Et voilà, l'idée, c'est aussi de montrer comment est-ce que finalement les étudiantes sont représentées au sein des STAPS. Alors, pareil, je reprends cette expression de filles en série et j'ai analysé des affiches des soirées étudiantes qui ont été créées par le BDE, donc de l'UFR STAPS de Lyon. Et donc, on peut voir qu'elles ont été représentées jusqu'en 2014. Toutes les affiches en blanc, elles sont avant 2014, entre 98 et 2014. Et on voit que c'est soit des femmes sexy tout court, soit des femmes sportives et sexy, soit des femmes militaires et sexy, soit des femmes infantilisées, mais toujours avec une sexualisation. On voit la petite icône à droite où elle a une sucette dans la bouche. On voit que c'est des corps qui sont uniformes, qui sont lisses, qui sont très peu musclés. Les cheveux sont longs, les postures sont suggestives, elles sont complètement dénudées. On est vraiment sur une érotisation des corps en permanence. Alors, il y a eu un changement en 2014, on y reviendra si vous le souhaitez, mais il y a certaines affiches qui quand même continuent à être dans ce ton-là. La dernière, c'est 2019, et on voit déjà, c'est la première fois que des corps racisés sont mis en avant parce que c'est une soirée Funky Staps. Et on retrouve encore ces postures où elles sont à quatre pattes, la poitrine en avant, avec des hommes au-dessus très imposants, plus agressifs, etc. Donc il y a vraiment une image particulière qui est représentée. Elles sont également sexualisées et érotisées à travers les chansons. Donc ça, c'est des extraits de chansons du week-end d'intégration en 2017,
où elles sont représentées soit uniquement par leur sexe, où il n'est jamais question de leur consentement, de leur plaisir, de leur désir. Et ça, c'est des chansons qui sont scandées à tue-tête par une centaine d'étudiants debout sur des tables qui sont répétées 10, 20, 30, 40 fois pendant le week-end. Donc, qui ont forcément un impact derrière sur les étudiantes. Du coup, par rapport à ça, on remarque que face à toutes ces injonctions, au final, les étudiantes sont toujours dans un jeu constant de dosage entre trop ou pas assez de féminité, confrontées à la triple injonction de ni trop féminine, ni trop masculine, mais performante quand même. Donc voilà, elles font face au procès de virilisation dès qu'elles sont considérées comme trop musclées. Elles font face au label lesbien. Donc voilà, si elle a la grosse voix, si elle a les cheveux courts, tout est peut potentiellement amené à cette image qui est vécue et vue comme négative. Certaines sont même animalisées, décrites comme des ogres. Et au final, ça amène aussi à une atomisation de leur groupe où le groupe des filles n'est plus vu par certaines comme le groupe où il serait valorisant et valorisant d'appartenir. Au final, le groupe qui est valorisé et auquel il faut appartenir pour faire partie du groupe dominant, c'est davantage le groupe des garçons. Par rapport à ça, je vais passer très rapidement. Ce que j'ai pu observer, au final, c'est comment est-ce que étudiants et étudiantes sont formés. Alors, très brièvement, il y a une marginalité énorme des études de genre dans les maquettes. J'ai fait face à des contenus qui étaient parfois facultatifs, parfois en fin... au 11e TD sur 11, mais présenté vraiment comme facultatif, ou même parfois les enseignants eux-mêmes disaient en fait c'est le TD qui sautera ou qui sautera pas en fonction des absences d'avant. Parfois il est tronqué parce qu'il est mis en même temps qu'une évaluation. Enfin, des enseignements très perlés et qui n'ont absolument pas une place vraiment importante. Et également un contenu qui est très difficile à gérer pour les enseignants-enseignantes qui n'ont pas de formation, qui m'ont dit vraiment parfois leur détresse et leur difficulté à intervenir face aux propos des étudiants et des étudiantes, finalement comment se positionner, comment répondre, où placer la limite, et comment faire par rapport à des réactions qui peuvent être très négatives. Et du coup, juste pour finir, je vais revenir sur les résistances étudiantes face à ces contenus sur l'égalité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, par rapport au barème différencié, les résistances, c'est de dire, voilà, de toute façon, il y a un discours qui est naturaliste, de toute façon, les femmes sont comme ça, biologiquement, les hommes sont comme ça, donc on ne peut rien y faire, donc on est bien obligé de faire des barèmes différenciés, sinon, ça serait inégalitaire. Il y a aussi le fait de dire, oui, mais s'il y a des barèmes différenciés, c'est qu'ils ont été pensés, ils ont été réfléchis par des personnes, des chercheurs, chercheuses, par des spécialistes de l'activité, donc voilà, il y a cette référence scientifique qui approuve le fait qu'il doit y avoir des barèmes différenciés. Il y a aussi le fait de dire, oui, mais dans la fédération d'athlétisme, dans la fédération de judo, dans la fédération de rugby, etc., ça se passe comme ça. Donc, comme c'est en fédération, ce discours est présent, alors c'est normal que ça se retrouve en EPS ou en STAPS. Et il y a également, bien sûr, cette culture commune de l'EPS qui a marqué les étudiants et étudiantes qui disent, oui, mais en fait, on a toujours connu ça, en primaire, au collège, au lycée, et même encore en STAPS. Donc, du coup, on ne voit pas pourquoi nous, on apporterait quelque chose d'autre, vu que ça a toujours existé. Et au final, ça fait partie des mécanismes de relativisation qui sont utilisés pour éviter de se remettre en question, qui permettent de rester aveugle finalement aux discriminations et aux différentes violences, et qui empêchent toute remise en question de la part des étudiants et étudiantes, qui empêchent une avancée vers un STAPS qui serait plus libre, un peu plus queer, un peu plus égalitaire. Et ces mécanismes de relativisation, voilà, c'est la banalisation, c'est le fait de dire oui, mais en fait, on est entre nous, c'est entre étudiants, oui, mais c'est un moment festif, oui, mais dans tel pays, c'est pire, oui, mais en médecine, c'est pire, oui, mais c'était juste pour rire. Oui, mais en fait, c'est naturel, c'est comme ça, c'est normal, c'est la nature. Oui, mais l'égalité, elle est déjà acquise, on n'a plus besoin d'en parler aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Oui, mais l'égalité, elle arrive, en fait, on est une nouvelle génération, ça va arriver, il suffit d'attendre.
c'est toujours, voilà, oui, mais les hommes aussi, oui, mais en fait, c'est quand même pas si grave. Il y a vraiment ces mécanismes qui viennent banaliser et qui viennent rendre aussi la prise de conscience plus difficile. Voilà, et je termine juste par un dernier point pour dire qu'il y a aussi des résistances enseignantes au sein des STAPS parce que au travers les entretiens, j'ai pu voir aussi que voilà, il y a certains enseignants-enseignantes qui pensent que l'homophobie en STAPS c'est un mythe, que les inégalités ne sont pas scientifiquement fondées, que les cours sur l'égalité sont des cours idéologiques, que parler de discrimination est une exagération, que les filles jouissent de par le fait qu'elles sont très peu nombreuses, d'une place de chasseuse sexuelle et qu'elles auraient que l'embarras du choix pour choisir un partenaire, que les lesbiennes ne sont acceptables que si elles embrassent des valeurs de féminité, qu'elles sont appelées à rester discrètes lorsqu'elles s'embrassent devant un amphithéâtre, et que certains enseignants-enseignantes utilisent eux-mêmes des propos sexistes et hétérosexistes dans leurs cours. Donc du coup, effectivement, ça pose aussi un problème quantitatif sur le contenu, mais également qualitatif sur la prise en main de ces contenus au sein de la formation. Voilà. J'ai fait un tour rapide de mon travail et j'ai un peu tronqué certains points, mais voilà, j'espère que ça pourra alimenter les discussions. Merci Claire. Oh, merci Noémie.